Bonsoir et bienvenue dans l'édition spéciale sur Al24 News avec un débat consacré ce soir au nouveau rapport de force qui se dessine en ce moment en France au lendemain de l'annonce des résultats du second tour des élections législatives. Des résultats qui donnent Emmanuel Macron, le président français, comme le principal perdant privé de la majorité absolue à l'Assemblée. Il vit là son premier échec après sa réélection il y a à peine 2 mois à la tête de la France pour sa coalition baptisée Ensemble. C'est aussi le scénario du pire. Le groupe obtient 245 sièges, loin de la majorité absolue tant espérée, suivi de la NUPES, l'alliance de gauche qui devient la première force d'opposition avec 131 sièges. Vient après le Rassemblement national, le parti de Marine Le Pen qui enregistre une percée historique en raflant 89 sièges. Les Républicains, eux, n'obtiennent que 61 sièges. Un paysage plus que jamais éclaté, fragmenté, le tout porté par un taux d'abstention record, 54% en hausse d'ailleurs par rapport au premier tour du scrutin. Que révèlent tous ces chiffres? Comment gouverner sans majorité absolue et quelles alliances entre les différents camps politiques se profilent? L'équation semble en tout cas complexe pour nombre d'observateurs en France. Et avec nous pour en parler ce soir, depuis Paris, Carole Sabat, avocat international et politologue. Bonsoir, monsieur Sabat. Bonsoir, Rémi. Laïd Bellatrèche, professeur chercheur universitaire, est également notre invité. Bonsoir, monsieur Bellatrèche. Et puis est également avec nous monsieur Mustapha Kawa, journaliste. Bonsoir, monsieur Kawa. Bonsoir, madame. Alors, on commence par un décryptage de tous ces chiffres, ces résultats. Maître Carole Sabat, que révèle-t-il? On est loin des élections législatives de 2017. Absolument, absolument. Moi, je pense en fait que Rim, vous savez, si le président de Gaulle, qui est le grand architecte, je dirais, de la Ve République, et architecte, je dirais, de cette République où le président est roi. C'est-à-dire, c'est un régime qui est présidentiel, malgré le fait qu'il y a une assemblée. Mais la constitution de la Ve République permettait au président d'avoir des grandes majorités, un système majoritaire. Donc si le général de Gaulle, ce que je disais, revenait en fait de cette ombre de colomber les deux églises, pour voir un peu à l'Élysée ce qui se passe, il aurait dit c'est la diagonale du fou, quelque part, tellement la situation est folle, mais en réalité c'est la diagonale, je dirais, du flou, d'une certaine manière. Donc on est aujourd'hui dans une sorte de flou qui est très très important. Certains parlent de séisme politique. Moi, je ne revendique pas ce terme parce que séisme politique, séisme, c'est quelque chose qui est totalement inattendu. Or, depuis, je dirais, 3-4 mandats, depuis le mandat du président Chirac, on est dans une situation mandat après mandat, lorsque, en fait, il y a eu le passage du septennat au quinquennat, avec le rapprochement des calendriers à la fois, je dirais, de l'élection présidentielle et des élections législatives. C'était voulu pour sortir des risques de cohabitation et de coexistence, en fait, qu'on a connus dans le passé. Et l'objectif, c'était justement de stabiliser la vie politique. Or, on a des signes avant-coureurs, en fait, qui sont, et moi, je ne cesse de le dire depuis des années, qu'on vit une sorte de crise politique et en même temps institutionnelle de la Ve République, qui est, à mon avis, aujourd'hui, qui s'est exprimée de la manière la plus éclatée. Alors, 2017, en fait, les enseignements de 2017, c'est que l'émergence, cette irruption d'Emmanuel Macron, qui était quelque part un homme de gauche, puisqu'en fait, il était avec le président Hollande, il a quelque part théorisé une nouvelle idée qui était celle de En Marche, en fait, de la République En Marche, de dire ni gauche ni droite. Et donc, en fait, c'était du en même temps. Et donc, il a essayé de gouverner les 2 premières années, mais c'était une politique de droite. Et par la suite, il y a eu la crise, vous vous souvenez, en fait, des Gilets jaunes, qui était une crise, quelque part, du tiers-État, oui. Une sorte de révolution du tiers-État. Et donc, on se retrouve aujourd'hui dans cette situation où c'est une première. Le président Macron, c'est le premier président de la Ve République qui se représente pour un 2e mandat et qui est très bien élu. En fait, il a eu un très, très bon score à l'élection présidentielle. Et juste 1 mois après, en fait, il n'a pas de majorité. Quelque part, on est en train de passer d'un régime présidentiel, qui était le régime de la Ve République, à un régime, je dirais, parlementaire. Oui. Et ceci, parce que, quelque part, on passe aussi d'un système de loi électorale qui est majoritaire à un système de loi proportionnelle. Et donc, aujourd'hui, la configuration de l'Assemblée nationale, c'est celle comme si on était dans le cadre d'une élection
je dirais, une élection à la proportionnelle, comme c'est le cas en Allemagne. Mais la grande différence entre l'Allemagne et la France, c'est que l'Allemagne, elle est dans la logique, je dirais, de la représentation proportionnelle qui permet aux partis, avant les élections, de se mettre d'accord sur ce qu'on appelle la coalition. Alors, Maître Sabat, ce qui n'est pas le cas de la France. Vous parlez d'un passage d'un régime présidentiel à un régime parlementaire. Monsieur Bellatrèche, s'agit-il, à votre avis, d'un message des Français au président Emmanuel Macron, comme l'a souligné d'ailleurs aujourd'hui Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti socialiste, à l'issue de sa rencontre avec le président français? Oui, Rim, j'irai dans le sillage de notre cher professeur, ayant abordé nombre de points très importants. Et je dirais que l'élection de M. Emmanuel Macron était en soi déjà un peu problématique puisqu'elle a été élue par nécessité pour faire barrage au plan national. Oui. Certes, ce n'est pas pour la première fois, mais même l'élection en soi était en elle-même une interrogation. Puis encore, revenons à ce que disait le professeur il y a un moment également, on peut se demander également si on n'est pas dans un temps où il faut redéfinir les définitions et redéfinir les concepts. Devrions-nous penser encore qu'à l'heure des réseaux sociaux, qui sont un pouvoir aussi grand que les télévisions elles-mêmes et les grands médias, que la démocratie ou que les élections resteraient ce qu'elles étaient il y a 50 ans? Il y a énormément de changements qui se sont passés dans le monde, mais les systèmes électoraux et le concept même de démocratie n'a pas changé, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous ayons des éruptions pathologiques ici et là, qu'on pourrait appeler de différentes façons, mais qui sont tout à fait présentes. Pourquoi cet éclatement également? Nous remarquons aussi que dans la tradition de la politique française, il y avait au moins deux partis classiques qui étaient de tout temps coude à coude et équilibrés et qui, dans les élections, se surpassaient d'un ou deux points. Oui. C'est évidemment le Parti socialiste et le parti de droite, on va dire. La gauche et la droite. Et la gauche. Oui. Tout à fait, Rim. Aujourd'hui, ces partis-là sont microscopiques. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus l'aval idéologique qu'ils avaient avant. Et les générations de mai 68 d'avant, ce sont des générations qui sont déjà éteintes. Une nouvelle génération maintenant est en vie, une nouvelle génération qui, pour elle, les notions de socialisme, qui n'a pas vu le socialisme, le communisme, ces livres d'un autre temps, et qui n'a pas vécu à cette... Donc, nous sommes aujourd'hui dans une situation problématique, mais je dirais, en avant-goût de ce qui se dirait après, que certes, sur un front, il y a vraiment un front très chaud, qui est celui du premier parti d'opposition aujourd'hui, incarné par Madame Marine Le Pen. Justement, Monsieur Bellatrèche, je vais justement poser la question à Monsieur Moustapha Kawa en tant qu'observateur. On l'a vu, le Rassemblement national a multiplié par 10 son nombre de sièges à l'Assemblée en France lors de ces élections. L'abstention explique-t-elle ce score aussi élevé, Monsieur Kawa? L'abstention, je crois qu'elle a bon dos. Non, c'est le retour des partis politiques. Le président a régné pendant 5 ans de manière personnelle et individuelle. Il a méprisé le Parlement. Il a toujours appliqué une politique en force. Aujourd'hui, les partis ont agi. Ils ont réveillé la société française. Elle a voté de manière éclatée. Aujourd'hui, le président n'est plus à l'Olympe. Il descend sur terre et il est obligé d'accepter la loi des partis. Le Front National, un parti qui rentre avec un nombre considérable à l'Assemblée nationale, va jouer son rôle de parti qui va aiguillonner à l'extrême droite et à la droite le président. La NUPS également jouera un autre rôle à gauche. Le président va être houspillé de manière permanente. Il ne pourra pas avoir à chaque fois la majorité et il sera obligé de passer des accords qui ne seront pas d'une grande durée. Voilà où on en est. Et la France va se réveiller à l'action parlementaire. Alors, Monsieur Kawa, vous mettez le point sur un point qui a longtemps suscité le débat. Maître Carole Sabat, il est vrai que le président Macron a toujours opté pour une structure pyramidale du pouvoir de décision. Est-ce qu'il, on va dire,
tout ce qui arrive actuellement durant ces élections législatives est donc est le fruit de sa politique exercée durant les 5 dernières années. Et c'est une intelligence qui est très remarquable et remarquée. Je ne suis pas macroniste, donc en fait, mais je fais, en tant qu'observateur, je constate. Et c'est quelqu'un qui est arrivé en fait au pouvoir avec une idée un peu jupétérienne du pouvoir, c'est-à-dire un peu une sorte un peu de top-down, comme on dit. Et ça, c'est en fait, c'est un peu comment dire, c'est un peu les palais dorés de la République, de la Ve République, qui permettent ce genre de situation. Le président, quand il s'installe à l'Élysée, le président de la Ve République à l'Élysée, il est imbu de son pouvoir, parce qu'en fait, il a tous les leviers de pouvoir, et comme mon prédécesseur a parlé un peu sur la manière dont il a, quelque part, il avait une très grande majorité à l'Assemblée nationale, donc en fait, qui était ce qu'on appelle parfois en fait une majorité de godillots, c'est-à-dire des gens en fait qui appliquent tout simplement ce que décide le président et ça descend. Or, en fait, la situation est différente aujourd'hui. Et lui, il a théorisé quelque part, parce que ce que révélait 2017, encore une fois, c'était la montée des extrêmes, à la fois à gauche et à droite, l'effritement, ce que disait le professeur Bellatrache, et je suis entièrement d'accord avec son constat, avec son analyse, l'effritement des partis, ce qu'on appelle les partis de gouvernement, c'est-à-dire le parti, le RPR du temps de Chirac, c'est-à-dire le parti gaulliste quelque part, de droite, et à gauche le Parti socialiste. Et vous voyez par exemple aujourd'hui, dans la nouvelle configuration de l'Assemblée nationale, les deux partis de gouvernement, que ce soit les Républicains, sont au-dessous du parti de l'extrême droite, et le parti en fait d'Olivier Faure, le Parti socialiste, est nettement au-dessous de la France insoumise, qui est l'extrême gauche caractérisée. Moi, j'ai un bémol à mettre par rapport à la NUPES, parce qu'en fait, j'ai entendu que c'est une coalition qui va durer. Or, la NUPES est en train d'éclater. Aujourd'hui, on revient à la réalité. Oui. Mélenchon a fait son cocorico et c'était très bien, parce qu'en fait, il a pu coalitionner quelque part une force qui avait besoin de s'exprimer. Mais aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, il a tenté d'installer un groupe unique en fait de la NUPES. Ça a été refusé par Olivier Faure, ça a été refusé par Roussel, ça a été refusé aussi par les écologistes. Donc en fait, on revient à des groupes. Donc aujourd'hui, la France insoumise reviendra à un groupe qui fera 89. Et la première force d'opposition aujourd'hui, d'un point de vue constitutionnel, ce sera en fait Marine Le Pen. Parce que c'est à elle que reviendra, par exemple, la commission des finances, parce que c'est la première force d'opposition en nombre de sièges. Et donc, à partir du moment où on aura des groupes éclatés. La réalité est quoi? La réalité, c'est que la France, elle est à droite. Si vous calculez le nombre des députés FN, Rassemblement National, d'extrême droite ou la droite extrême, vous calculez en fait les Républicains et vous ajoutez la droite et le centre de Macron, vous avez un pays qui est largement à droite. La France a toujours été un pays conservateur qui était à droite. La gauche, en fait, est intervenue à travers des parenthèses, je dirais, historiques. Et aujourd'hui, tout le monde n'est pas sur la même ligne que mon prédécesseur indiquait tout à l'heure, c'est-à-dire, en fait, houspiller le président. Ce n'est pas du tout le cas. Je pense, par exemple, à Roussel, le premier secrétaire du Parti communiste, qui a fait une déclaration en disant le rôle du député, c'est pas de s'opposer, c'est de construire. Donc en fait, il se met déjà dans la logique de la composition et de la coalition. Jacob a dit la même chose. Les Républicains aujourd'hui ne vont pas se vendre tout de suite en fait au président Macron parce qu'en fait ils vont hausser le prix pour obtenir aussi ce qu'ils veulent. Vous l'avez dit, donc la France est un pays à droite. Est-ce que vous pensez, Monsieur Bellatrache, que donc avec cette montée du Rassemblement national, cette percée historique du Rassemblement national au sein de l'Assemblée en France va peser dans le pouvoir exécutif? C'est une force qui pèse en ce moment à l'Assemblée. Oui, ma chère Rim, j'irai dans le sillon et dans le prolongement de notre cher professeur, tout en saluant également... Je rappelle que Monsieur Carole Sabat est avocat international et politologue. Allez-y, Monsieur Bellatrache. Tout à fait. Nous avons l'honneur de débattre avec lui. Et avec vous également, Rim. Je voudrais également souligner l'importance de l'abstention dont a fait part notre confrère Kawa. Et donc, c'est aussi une dimension essentielle à laquelle vous avez vous-même fait allusion. Oui. Je voudrais dire, avec beaucoup d'optimisme, que ces élections nous ont montré une notion très fondamentale et que la démocratie n'est pas qu'une arithmétique, mais c'est un compromis et que c'est un débat et que c'est une communication.
et que les hémicycles ne sont pas des arènes de combat, mais des espaces de débat. Et là, on est obligé de débattre. Il y a un moment, aujourd'hui, Christian Jacob, le chef de file de parti des Républicains, les Républicains, il disait nous n'allons pas signer un pacte, c'est ce que venait de dire notre cher professeur, comme j'ai dit, mais nous n'allons pas mettre en péril le fonctionnement de l'État. Et il dit nous ne signons pas un pacte, justement, pour privilégier sa ligne politique, pour ne pas trahir les électeurs. Donc, M. Macron, moi je dirais ça sans être macroniste du tout, qu'il a compris et il a dit aujourd'hui et hier également qu'il rechercherait non pas une majorité arithmétique qui est impossible à la lecture des chiffres que nous avons sous les yeux, mais une majorité, comme ils ont dit, de l'action, une majorité de l'intérêt général, une majorité du compromis. Et déjà, les LR avec 64 sièges, déjà, on pourrait les additionner ensemble à la majorité présidentielle. Certes, il y aura des dissidents, mais rappelons-nous également que 43 sièges seulement suffiraient pour avoir les 289 qui en feraient une majorité. Ce ne sera pas aussi simple que cela. Bien sûr, parce que la question qui se pose, est-ce que tous les députés de LR vont-ils suivre on va justement en parler. On va en savoir plus sur ce point, Monsieur Bellatrèche. Il faut savoir qu'entre-temps, Elisabeth Borne, qui est la première ministre, a déposé sa démission aussitôt, refusée d'ailleurs par Macron. Et au lendemain de cette débâcle, le président Emmanuel Macron continue donc de recevoir aujourd'hui et demain un certain nombre de responsables politiques pour justement tenter de trouver des solutions constructives et empêcher ce blocage politique de l'Assemblée en France. Monsieur Kawa, sur ce point, est-ce qu'il y a possibilité de gouverner quand on se retrouve dans une situation qui ressemble à celle-ci? La Constitution française permet au président de gouverner, ça c'est clair. Mais disons que la France parlementaire va s'offrir au moins une première période où les forces politiques finiront par s'exprimer. L'idée que, par exemple, la droite puisse faire un peu d'ouverture en direction du centre de M. Macron, elle est très plausible, parce qu'il y a cet esprit chez les hommes politiques en France de la continuité de l'État. Mais en même temps, les forces politiques sont affirmées et elles sont toutes vont debout pendant au moins jusqu'au début de l'année prochaine. Comment va-t-il faire pour gouverner face à une assemblée fragmentée? Les Républicains, il faut le rappeler, donc ont refusé de faire alliance avec le groupe parlementaire ou la coalition présidentielle. Maître Sabat, sur ce point. Moi, je suis d'accord avec M. Kawa, ce qu'il vient de dire, en fait, sur la plausibilité d'un rapprochement entre, en fait, les Républicains et le président. Mais ça va prendre du temps. Parce que le président Jacob l'a dit, en fait, qu'il n'est pas d'accord. Il refuse. Et qu'on est dans l'opposition. Donc, on ne peut pas gommer, je dirais, 5 ans d'opposition très forte entre les Républicains et le président Macron en 2 jours. Mais ça, c'est la tendance stratégique vers laquelle on va s'orienter. Je suis entièrement d'accord aussi avec le constat que faisait le professeur Bellatrèche, parce qu'en fait, il a parfaitement raison. Moi, je dirais que quelque part, à tout malheur, un proverbe français qui dit « à tout malheur, quelque chose de bon ». On est dans une situation aujourd'hui de clarification, comme si on était dans une logique d'enfantement d'une nouvelle République, et on est à la recherche, comme il l'a dit, très bien dit, quelque part, moi, ce que j'appelle une grammaire institutionnelle nouvelle. Et cette grammaire institutionnelle nouvelle, elle sera centrée sur la notion démocratique, de composition, comme M. Bellatrèche l'a bien dit, et c'est la logique coalitionniste. Vous savez, la France n'a pas du tout par rapport à l'Allemagne. L'Allemagne, c'est un pays où il y a plusieurs Länder, il y a en fait des partis qui sont très forts, mais le parti d'Angela Merkel était un parti de droite qui était très hégémonique et dominant, mais il y avait la culture de la coalition. En France, il y a la culture, je dirais, quelque part du débauchage, la culture du top-down, c'est-à-dire en fait de celui qui est hégémonique.
Les partis de gauche, historiquement, c'était comme ça. C'était la locomotive de tête, c'était le Parti socialiste. Ils étaient hégémoniques. Vous vous souvenez de la gauche plurielle de Jospin? Ils étaient hégémoniques avec l'écologie. Ils étaient hégémoniques avec le Parti communiste. Aujourd'hui, tout le monde est obligé de composer. Et composer, c'est une nouvelle culture. Et c'est ce qu'on commence à regarder, même du côté de la gauche. Olivier Faure a été aussi très positif. Les seuls qui aujourd'hui se retrouvent dans une situation, que ce soit Olivier Faure ou éventuellement Roussel du Parti communiste, ils ont dit notre rôle, c'est d'aider les Français, c'est d'aider les Français à gouverner. Et donc du côté de la NUPES, celui qui se retrouve complètement isolé de nouveau, c'est Mélenchon avec qui sont les radicaux de gauche, qui ont un combat contre la gauche traditionnelle. Il ne faut pas l'oublier. Mélenchon, qui, à l'issue d'ailleurs de son entretien avec le président Emmanuel Macron, a appelé Elisabeth Borne à se soumettre à un vote de confiance des députés. Qu'en pensez-vous, Maître Sabat? Alors, je pense qu'en fait, aujourd'hui, la Constitution permet au président de la République, comme l'a dit M. Kawa, de gouverner. C'est-à-dire qu'il y a un gouvernement qui est pleinement investi aujourd'hui, le gouvernement d'Elisabeth Borne. Elle a présenté sa démission, le président a refusé la démission parce qu'en fait il est en consultation et donc il lui a demandé de continuer ces jours-ci quelque part. Donc on verra si elle sera reconduite ou pas ou si c'est un nouveau. Mais le gouvernement est pleinement investi. Il s'est réuni à Matignon dans le début d'après-midi dans une composition pleine et entière pour donner un message que la France, elle est gouvernée. Alors, devant le Parlement aujourd'hui, il y a deux possibilités. La première possibilité, c'est qu'il y ait un vote de confiance, c'est-à-dire le Premier ministre qui va devant l'Assemblée nationale, il fait un discours de politique générale et il demande la confiance de l'Assemblée. Alors là se pose la possibilité, soit en fait, il n'obtient pas la confiance parce qu'ils n'ont pas la majorité absolue, et donc les républicains, dans ce cas-là, s'ils ne votent pas pour les aider, dans ce cas-là, le gouvernement d'Elisabeth Borne tombe, en fait, parce qu'il y aura une défiance, soit ce que moi je pense, c'est qu'il y aura une continuité de l'État, et c'est le terme qu'a utilisé M. Kawa, et il a parfaitement raison. Cette continuité de l'État, à mon avis, les républicains vont voter la confiance au gouvernement. L'autre possibilité, c'est si elle ne prend pas l'initiative elle-même, la première ministre, de le faire, il y a une possibilité de motion de censure. Mais la motion de censure, c'est-à-dire qu'un groupe de l'opposition, ça peut être la France insoumise, comme ça peut être le Parti communiste ou d'autres, qui font une motion de censure et qui obligent le gouvernement à venir voter en fait la confiance. Et dans ce cas-là, je pense qu'à mon avis, ils vont pas le tenter parce que en grande partie, les Français et les députés français sont dans la responsabilité aujourd'hui. Ils savent très bien que le pays est dans une situation compliquée et que l'environnement européen est très compliqué. On est dans une géopolitique mouvante, en fait, au niveau de la guerre de l'Ukraine, la guerre en fait du blé. Justement, les défis sont de taille pour le président pour le prochain mandat. Donc on peut pas se mettre dans une logique d'opposition, je dirais, et d'obstruction. Ce que la France insoumise essaie de faire, parce qu'en fait, c'est des révolutionnaires. Oui, mais ça reste quand même la première force d'opposition au sein de l'Assemblée. Non, la première force, c'est le Rassemblement national. Ils ont beaucoup plus de sièges que la France insoumise. Monsieur Bellatrèche, sur ce point, sur cette Assemblée et donc les défis auxquels se trouve confronté le président Macron actuellement. Tout à fait, c'est très intéressant tout ce que je viens d'entendre et c'est instructif pour ma propre personne également. Mais je voudrais rappeler ce que disait Christian Jacob parce que c'est très important, comme c'est la force. Oui. Et la fenêtre vers laquelle s'orienterait le président Macron. Il dit, nous ne signerons pas un pacte avec le président de la République. Il l'a dit, absolument. Sinon, c'est se remettre en cause tout le parti lui-même. Mais il dit, nous serions une opposition responsable. C'est un mot très important, responsable, donc il tient compte des enjeux du pays, de ce qui nous entoure aujourd'hui, des défis actuels, des guerres ici et là. C'est un message caché. Il refuse donc la politique de pacte, mais... Tout à fait. Oui. Voilà, mais il est favorable à un compromis. Moi, je considère tout modestement que nous ne sommes pas devant une crise démocratique. D'ailleurs, et personne n'a dit ça, une crise de démocratie. Au contraire, nous sommes dans un printemps démocratique, mais nous n'avons pas l'habitude et la tradition de faire avec ces nouvelles hypothèses qui recommandent le débat. À quoi ressemblerait une assemblée avec une majorité absolue où une grande partie des députés viendraient en spectateur pour écouter des décisions. Nous sommes justement dans le printemps démocratique, mais qui recommanderait une certaine, avec cette modestie, une certaine intelligence, une certaine tradition, une nouvelle façon de faire
pour faire. Je rappellerai quelque chose. Je sais que la France est la terre de la démocratie et je ne voudrais pas m'attarder sur ce point-là. Mais j'aimerais quand même faire un petit saut. N'ayez pas peur, je ne perdrai pas trop de temps. Rime en 10 secondes vers l'Atlantique. Lors du shutdown en 2013, lorsqu'il a eu cette crise financière, et aux États-Unis, on arrivait à peine à avoir les moyens pour payer les grands fonctionnaires, etc. Démocrates et républicains ont veillé jusqu'au bout de la nuit pour trouver un compromis et relever le seuil de la dette pour sauver l'économie des États-Unis. Et ils ont dit le matin à la déclaration, ni les républicains, ni les démocrates ont gagné, c'est l'Amérique qui a gagné. Je voudrais dire aujourd'hui qu'on est des partis, on a des enjeux, on a des politiques, des rêves. Monsieur Bellatrèche, il nous reste peu de temps, il faudrait qu'on avance dans ce débat, excusez-moi. L'idéal national qui est partagé et qui est même pas peut-être sujet de débat, à mon humble sens. Sur le pacte entre le groupe, la coalition donc présidentielle et les Républicains, Monsieur Kawa, sur ce point, est-ce que vous pensez qu'il y aurait donc un pacte entre les deux formations? Alors, je ne suis pas devin, mais je pense que le futur immédiat va être tout simple. La première des choses, c'est que la gauche s'est refaite une santé. On parle de 131 élus. Non, en fait, toute la gauche française réunit 145 députés. Et donc, ces 145 vont dérouler leurs propositions à l'Assemblée nationale, vont être une force qui va surveiller la vie de l'hémicycle. Seulement, ce qui va sauver, à mon avis, Monsieur le Président, c'est que jusqu'à l'heure, il n'a pas défini sa politique. Donc, du coup, aujourd'hui, il connaît la réalité de son Parlement. Peut-être que les grandes lignes de sa politique qui va être exécutée sur le terrain sera un peu plus à droite, très proche des thèses de M. Jacob et des Républicains, de telle manière que petit à petit, il pourra avoir la majorité qu'il recherche, une majorité relative qui lui permettra de passer sa politique. Il nous reste peu de temps. En guise de dernier mot, Maître Carole Sabat, comment va être la politique de Macron les 5 prochaines années, à votre avis? Vous savez, François Bayrou, que le président a entendu aujourd'hui, qu'il a reçu, qui est un des alliés, je dirais, de la Macronie depuis 2017, il lui a donné un conseil. Et en vieux renard de la politique française, Bayrou sait très bien quelle est la tendance actuelle, qui est la tendance de fond, sur laquelle M. Bellatrèche a très bien aussi appuyé. Et je reprends en fait son terme de printemps démocratique à mon compte aussi. Il lui a dit, et il s'est exprimé devant la presse en disant « J'ai conseillé au président de s'approcher le plus possible, pas de faire un gouvernement d'union nationale, mais de s'approcher le plus possible d'un gouvernement d'union nationale et de l'union nationale. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le président Macron doit changer tout son logiciel, je dirais jupétérien quelque part, pour composer et proposer quelque chose de nouveau aux Républicains et qui sera plus qu'une force d'appoint. Aujourd'hui, il n'y a pas encore les conditions, je dirais, d'un pacte de gouvernement, mais c'est un pacte vers lequel on va arriver facilement, à mon avis, si le président Macron détermine sur 4-5 grands chantiers importants des convergences avec les Républicains, il aura une majorité absolue et la droite pourra gouverner. Et les extrêmes reviendront à leur niveau, qui est un niveau qui n'est pas de gouvernement. Laïd Bellatrèche, merci Maître Carole Sabat pour cet éclairage. Dernier mot, Monsieur Bellatrèche, sur ce point toujours, la politique de Macron pour les 5 prochaines années. Je vais dire très simple et peut-être un peu profond, par prétention. Je dirais qu'on dit gouverner, c'est prévoir, mais donc c'est beaucoup de situations, gouverner, c'est écouter. Et M. Macron doit écouter, doit partager, doit comprendre que faire une concession, c'est aussi une victoire, et que la victoire n'est pas celle d'un parti, mais c'est surtout celle d'un pays. Et ça pourrait nous servir d'enseignement, quelque part, chez nous et ailleurs, que la victoire politique n'est pas celle d'un parti, mais celle d'un pays. Et ça va faire une concession juste
c'est avoir gagné. Peut-être c'est la merci. plus sûre et la plus juste des victoires. Merci, Monsieur Bellatrèche, pour cet éclairage. Je vous remercie d'être intervenu dans ce débat. On arrive pratiquement à la fin de cette édition spéciale. Merci de nous avoir suivis. Restez sur Al 24 News. Très bonne soirée.